le BRCA2. Alors, ce sont des informations des gènes qui sont là pour normalement nous protéger. Alors, c'est dans le corps pour nous protéger, mais malheureusement, quand ils sont modifiés chez la maman ou dans la famille, eh on a des risques en fait de nous, enfants. C'est le pouvoir en fait le récupérer en fait. Et donc du coup, quand ces gènes maintenant vont se muter, quand ils vont être en anomalie chez les parents, quand nous on est dans le ventre, on a environ 50% de chances de l'obtenir. Ensuite, comme je le disais, les conséquences de l'apparition de cette anomalie chez les parents, c'est que finalement, on a jusqu'à 50%. C'est-à-dire qu'une femme, autour de sa naissance jusqu'à ce qu'elle devienne âgée, à 50 à 70% de chances d'avoir le cancer du sein s'il y a un membre de sa famille qui a été touché par le cancer du sein, malheureusement. On a aussi beaucoup de risques d'avoir le cancer de l'ovaire. Ça existe aussi. Et donc, du coup, voilà. Normalement, quand les parents, c'est-à-dire que ceux qui sont, on va dire, qui n'ont pas été atteints génétiquement, ont 12% de chances de ne pas l'avoir. Alors, est-ce que ça se transmet? Donc, comme je disais, c'est génétique, c'est dans le sang, c'est dans les informations que nous, bébés, on récupère chez les parents. Donc oui, ça se récupère. Ou chez la mère, mais pas que chez la mère, chez le père. Voilà, parce que on peut le dire, dans le spermatozoïde du papa, il y a des informations aussi que les enfants récupèrent. Parce que c'est le papa qui donne la grossesse à la maman. Et donc du coup, un enfant qui a 50% de chances d'hériter justement de ce gène-là, côté papa ou maman. À ce moment-là, quand on a un enfant on a eu un parent qui a été atteint du cancer du sein ou même du cancer tout court, je dirais, quand on a un parent qui a été atteint du cancer, on a des tests. On a des tests qui sont effectués sur ces enfants. Ces tests-là sont effectués beaucoup plus tôt, quand il y a des cas dans la famille. Et donc, du coup, souvent avant 40 ans, donc tout au long de la vie, il y aura toujours des tests à faire, des contrôles à faire. C'est une prise de sang? Oui, une prise de sang. Tout à fait, on a une prise de sang pour faire ce test-là. Et donc, même chez les hommes, hein, c'est pas que chez les femmes, on pense que les hommes ne sont pas concernés, mais on est tous concernés. Et donc, du coup, comme je disais, donc, on va avoir un suivi renforcé, on va avoir des mammographies à faire plus tôt, plus souvent. Et donc, du coup, parfois, on peut envisager, il y a des chirurgies qui existent pour pouvoir, des chirurgies préventives, qui vont permettre à ce que, du coup, on ne coupe pas la totalité du sein, mais on va peut-être couper une partie du sein pour enlever l'anomalie qui existe et éviter que ça se propage après dans le sang, dans le corps. J'ai pris l'exemple d'Angelina Jolie, que tout le monde connaît, qui, elle, a fait cette chirurgie préventive. Elle a été atteinte de ce cancer-là. Et très tôt, elle a fait cette chirurgie. On a ce qu'on appelle également les facteurs modifiables. Et donc ces facteurs, ça on peut gérer. Et je pense que de nos jours, on ne gère pas assez parce qu'on manque de temps. Mais il est important qu'on fasse attention à notre poids. Il est important qu'on fasse attention à notre alimentation. Il est aussi important qu'on voit les traitements hormonaux. Donc, traitements hormonaux, ça veut dire ce qu'on prend, par exemple, les stérilets, les pilules, qui malheureusement, des implants. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, malheureusement, à long terme, ça peut causer, en fait, chez la femme, des cancers. À ce moment-là, on peut toutefois voir notre gynécologue ou notre médecin traitant qui va nous donner autre chose. On peut, comme tu disais, Marlène, on peut prioriser par exemple un stérilet au cuivre, merci, plutôt qu'un autre. Parce que le cuivre, en fait, va mieux nous protéger qu'un autre. Et donc, du coup, il faut également qu'on mette en place des routines quotidiennes de sport. 30 minutes minimum. C'est-à-dire que ça peut être la marche.
On veut aller à la Recluse, on y va à pied. On va aller à la boutique, au centre-ville. C'est juste 30 minutes de marche, minimum en fait. Mais vraiment, il faut vraiment qu'on mette ces choses-là en place pour prévenir en fait notre santé. Et pas que pour le cancer, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place dans nos vies. Même si on manque de temps, parce qu'on sait qu'on est aussi en France. En France, on a le travail, on prend le métro, on rentre, on court, on va faire à manger, il y a papa qui attend. Voilà. Mais nous aussi, on va penser à nous les femmes. Pensons à nous, parce que sans nous, voilà. Je ne parle pas de l'alcool et du tabac, parce que je pense que personne n'est concerné. Mais voilà, l'alcool et le tabac fait partie aussi de ces facteurs. Je vous montre quelques chiffres, parce que franchement, je pense que les chiffres, c'est important d'en parler. Ça va vous permettre de vous rendre compte de l'ampleur du dégât que cause le cancer du sein. Aujourd'hui, on a plus de 2 millions en fait, de nouveaux cas par an. Par an. C'est énorme. C'est-à-dire que le cancer du sein, il est en train de dévaster. On a plus de 685 000 de décès. Voilà. Et donc, du coup, je disais, il y a une femme sur 4 qui a atteint d'un cancer du sein. Donc, voilà, on dit une femme sur 4, c'est pas une femme sur 10, c'est pas une femme sur 20, mais c'est une femme sur 4. Voilà. J'ai pas pu faire cette journée sans penser à nos papas. Comme je disais, ils sont aussi concernés que nous. Aujourd'hui, on est le 1er novembre. On a la sensibilisation contre le cancer de la prostate. Voilà. Donc, maman, qui fait beaucoup de dégâts, on est d'accord. Donc, maman, pensez vraiment à mobiliser les papas. Ils doivent se faire dépister. Je crois que ça se fait aussi par les prises de sang. Par les prises de sang. Voilà. Donc, vraiment, à la maison, même si ça. Parce que souvent, les papas, c'est eux, ils ont moins de temps que nous, ils doivent travailler, ils n'ont pas le temps, pour eux, ils portent le poids du monde. Mais la santé, ça ne vaut pas le monde, en fait. La santé, donc pensez vraiment à sensibiliser les papas sur le cancer de la prostate et qu'ils se fassent accompagner s'il le faut. Il faut en parler d'ailleurs, que moi, j'en ai parlé hier à mon mari. Donc, les symptômes d'alerte du cancer, elles sont variées. Ça va être, comme je disais, une boule en fait. On va avoir une masse qui va apparaître sur le sein, sous les aisselles, même sans douleur, hein. Mais la masse, elle apparaît. Dès qu'on a un signe, dès qu'on voit quelque chose, des fois on peut dire que c'est un ganglion, même un ganglion, on va consulter. Et moi la première, hein, c'est vrai que... Ensuite, on a des modifications, c'est-à-dire qu'on a un sein qui va être plus petit que l'autre, ou bien on a un sein qui va gonfler, voilà, on a des déformations au niveau du sein, on a la taille qui va changer. Dès qu'on voit ça, on va consulter. On ne se pose pas de questions, on ne met pas à demain, on ne met pas après-demain, mais on y va au plus tôt, parce que comme je disais tout à l'heure, plus tôt on y va, plus tôt on est sûr d'être sauvé. Et donc, on a aussi ces apparitions de rouge, des rougeurs en fait, on a une espèce de tache rouge qui va apparaître sur le sein. Et vous voyez la peau, c'est ce que Marianne m'a dit de vraiment prendre des photos réelles parce que vous comprenez, la peau d'orange. C'est que la peau elle fait des trous, vous voyez, des trous comme ça, elle n'est pas lisse. Elle n'est pas lisse la peau, on sent qu'il y a un truc qui va pas au niveau du sein, c'est gonflé, voilà, la peau il y a une rougeur, la texture est différente quand on touche, c'est pas pareil. On laisse tout ce qu'on avait à faire, hein. La nourriture des enfants, on va chez le médecin. On a aussi quelque chose qui est aussi très très important à prendre en compte, c'est les mamelons. On a des mamelons, donc là je vous ai mis une photo d'un mamelon qui est sain, un mamelon qui est nos mamelons, hein, voilà. Et je vous ai mis des mamelons en fait qui ont la tumeur. On voit que ça rentre vers l'intérieur, on voit que ça s'enfonce, on voit que limite il y en a même que c'est disparu, qu'on voit même plus le bout du sein, on voit même qu'il y en a, voilà. Donc tous ces signes-là sont des signaux à vraiment prendre en compte. Et dès on voit même que le mamelon s'est réduit, même si ça peut être une frayeur, petite frayeur, on n'hésite pas à aller chez le médecin et consulter, il va faire les palpations, il va faire s'il le faut les prises de sang, comme le disait Marlène, et au moins on sera rassuré.
on a également des écoulements. Il y aura des écoulements dans le sein. Ça peut être clair, un peu comme de l'eau. Ça peut être du sang. Et ça peut être aussi du pu. Donc quand on voit le sein qui coule, on ne se pose pas de questions. On y va direct parce que franchement, il vaut mieux aller tôt, comme je disais, que trop tard. J'ai une question. Oui. Quand vous dites que le sang qui coule, ça arrive à quel stade quand le sang commence à couler comme ça? C'est au début? C'est ça peut, ben justement. C'est pour ça qu'il faut y aller, parce que justement, on ne sait pas à quel moment que tous ces signaux vont. Ces signaux-là ne viennent pas en même temps. Ces signaux-là ne sont pas, pour chaque femme, elles sont différentes. Il y en a que ça va couler, d'autres, ça va être la rougeur, d'autres, ça va être la grosseur. C'est-à-dire que vous n'aurez pas tous ces signes, ces alertes, ces symptômes-là en même temps. Je laisse parler Non, moi c'était juste pour dire, parce que j'ai un témoignage par rapport au écoulement du sein. J'ai une collègue infirmière, du coup, paix à son âme, parce qu'elle est plus à 2 secondes. C'était mon amie, qui, elle, en fait, elle n'avait aucun symptôme, rien du tout. Elle travaillait, comme nous tous, je pense qu'on est beaucoup à travailler dans le monde du médico-social. Donc elle était avec une personne âgée. Elle s'est pris un coup dans le sein. Son sein, il a gonflé. Son sein, il s'est mis à écouler du sang et du pu. Après 2 jours, je crois, elle est partie chez le médecin. Le médecin lui a dit, bon, on va te faire des examens, une échographie, tout ça. Et grâce, on ne sait pas si c'est grâce à ce monsieur qui lui a donné le coup dans le sein ou son sein a gonflé, ou si c'est à cause de ce coup-là, ça lui a déclenché du coup un cancer du sein. Du coup, on l'a su parce qu'elle s'était pris ce coup au sein. Donc on ne sait pas si c'était... voilà, ça a peut-être réveillé, voilà, du coup, voilà. Et en fait, les premiers symptômes qu'elle a eu, elle a eu mal, elle s'est dit, bon, ça va passer, c'est juste un coup. Et elle a eu du sang, du pu qui a commencé à couler de son sein, elle est partie aux urgences. Et du coup, après ça a déclenché le cancer. Mais du coup, elle est décédée après elle a fait au moins 15 ans après. Hein. C'est 15 ans, elle a vraiment vécu, elle a eu des enfants et tout, mais elle est décédée à cause du cancer. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi dire, c'est qu'on ne guérit pas vraiment du cancer. Les médecins ne parlent pas de guérison, mais de rémission. C'est-à-dire on a réussi à contrôler le cancer, on fait ses traitements, on suit vraiment tout ce que les ordonnances du médecin pour finalement stabiliser, vraiment qu'il ne puisse plus se redévelopper. Et c'est vraiment après soit 5 ans, ou même au-delà, que les médecins vont parler de guérison. Alors, pareil, comme tu disais, Marie, quand on a une douleur qui vient au niveau de l'aisselle, là, sous le sein, on peut se dire, c'est l'insituation, c'est l'âge. On peut se dire, j'ai fait un mauvais geste, mais on ne se pose pas de questions, on va directement chez le médecin parce que c'est fatal. Hein. Vraiment, je suis là pour vraiment vous sensibiliser. Je vais peut-être utiliser des mots qui sont forts, mais c'est vraiment pour vous faire prendre conscience du dégât que cause le cancer. Donc, comme je disais, peu importe l'anomalie constatée sur le sein, sous le bras, on va chez le docteur. Là, du coup, on rentre vraiment dans le sujet au niveau de la prévention. Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut mettre en place des activités. Ça peut être de la marche légère, on marche doucement, on marche à son rythme, minimum 30 minutes par jour. On fait tout. Parce que ça aussi, je tenais vraiment à appuyer vraiment là-dessus. Et j'en parlais justement à la présidente hier, c'est l'alimentation. Chez moi, aux Antilles, parce que je suis antillaise, mon mari, il est ivoirien. On a la présidente, voilà, on est tous venus de quelque part. Et on sait que chez nous, on aime manger le riz, on aime manger les plats lourds, on aime manger les plats en sauce, on aime quand c'est bien grillé. On ne veut pas qu'il y ait du sang dedans, mais il faut vraiment tout faire pour mettre au moins des légumes. C'est pas forcément, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais il faut mettre des légumes dans son repas. Et il faut aussi, comme je disais, revoir le médecin si on prend un traitement pour les un traitement hormonal, on revoit son médecin, on essaie de voir si ça fonctionne ou pas, on essaie de discuter avec le médecin qui peut aussi faire des prises de sang et faire le contrôle, parce qu'une fois qu'on a cette sensibilisation, si je suis vous, moi je vais chez le médecin tout de suite, pour lui dire voilà, moi je prends des pilules, on m'a parlé de ça, je vais vraiment faire des prises de sang si jamais.
et on essaie de lui donner. Je ne parle pas de tabac parce que je pense qu'on n'est pas concerné. Mais je tiens vraiment à vous sensibiliser sur l'alimentation. Mettez des légumes dans les repas. Le matin, le midi, pardon, le soir. On peut aussi essayer en fait de diminuer tout ce qui est l'huile, donc le gras. Je sais qu'on aime mettre de l'huile, hein, c'est bon qu'il y a de l'huile. On aime qu'on s'effraie, que c'est le sucre. Voilà. Si c'est possible de prendre votre thé, votre café, votre chocolat sans sucre. Après aussi l'alternative qui est le miel. Le miel est très bon aussi, mais vraiment, il faut mettre cette routine en place parce que ça peut vous sauver, ça peut vous faire gagner du temps, gagner des jours, gagner des années auprès de vos proches en tout cas. Et donc je disais, quand le cancer est dépisté tôt, on a 90% de chances de guérison. Mais vraiment, c'est pour ça que la moindre alerte, la moindre douleur, la moindre... Peu importe, même si c'est dans la tête, même si on devient, on va chez le médecin. On peut y aller 5 fois dans le mois, tant qu'on constate quelque chose, on va chez le médecin. Donc au moins, on sait qu'on pourrait rester auprès de nos familles. Et donc du coup, on a la partie où il faut faire le dépistage. Donc, à partir des 50 ans, pour une personne qui n'est pas atteinte dans les gènes, il est conseillé d'aller faire sa mammographie au moins tous les 2 ans. Il y en a qui le font tous les ans. Marlène, tu voulais dire quelque chose? Voilà. Oui, c'est ce que vous... Voilà. Mais vraiment tous les 2 ans, et sauf les personnes qui sont atteintes ou qui ont un cas dans la famille. On a également les gynécologues, donc on va faire sa consultation une fois par an. Et lors de nos consultations gynécologiques, on demande la palpation. Souvent, nous, en tant que femmes, on pense qu'aller chez le gynécologue, on va juste aller, c'est un petit peu gênant déjà, donc on a juste envie de partir. Mais c'est un droit que nous, on a de demander à notre gynécologue de faire les palpations, parce que ça peut aussi, c'est des situations dans la vie qui peuvent nous aider à prévenir en fait de ça. Parce que le gynécologue, il peut contester un truc et il peut vous dire, allez chez votre médecin. Donc, même si on se sent bien, même si on est à 100% de forme, on demande toujours la palpation, même si on n'a rien sur le sein, on lui demande la palpation, c'est un droit qu'on a en tant que femme. Et donc, du coup, on arrive sur la fameuse palpation, qu'on doit faire au moins une fois par mois. Alors, moi, j'aime bien dire que notre corps nous appartient. On le connaît, c'est le nôtre. On n'a pas honte. On est sous la douche ou même devant un miroir ou voilà. On regarde en fait nos seins, on le regarde. C'est vrai que souvent on n'a pas, on ne prend pas le temps de regarder. On a fini, on veut s'habiller, on veut partir. On prend le temps de regarder le sein devant le miroir, on regarde le corps. Et du coup, à ce moment-là, on peut palper. On est debout. Donc on met les doigts comme ça. On prend le temps, on touche, on palpe un peu partout. En fait, on a 4 axes en fait. Et donc il faut toucher chacun des axes du sein comme ça. On va toucher aussi sous le bras, même en étant allongé. On peut être couché, on prend le sein parce qu'il faut aussi toucher le téton. Il faut l'appuyer et il faut vraiment faire les palpations. Donc il n'y a pas une position spéciale. La palpation, on peut la faire coucher sous la douche, debout devant son miroir, mais on prend le temps de regarder son corps, parce que si on le connaît et qu'il y a un anomalie, il y a quelque chose qui ne va pas, au moins ça pourrait nous alerter. Je vais vous mettre une petite vidéo de palpation, justement, donc c'est ce que je disais. Il n'y a pas le... Donc on voit bien qu'elle montre les 4 côtés au niveau du sein. Voilà. Voilà, et donc elle montre comment est-ce qu'il faut palper les 4 côtés avec les doigts comme ça. Voilà. On va au niveau des aisselles, on touche aussi. Et donc elle dit bien à la fin que si on touche bien le bout. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est que je le repasse. Donc comme je disais, du coup on a le téton. On touche bien le téton. On touche bien en bas. Voilà. On met les 3 doigts sur le sein et on appuie.
respire bien. Et quand on a fini, on va vers nos aisselles. Et on fait ça pour chaque sein. Et on touche bien, parce que souvent on a des petits ganglions qui vont venir se loger parce que déodorant, mais on ne sait jamais, on consulte quand même. Voilà. Et donc du coup, comment est-ce qu'on peut éviter justement ces situations malheureusement catastrophiques? C'est du coup en mangeant plus sain, en allant faire régulièrement nos consultations. Comme je disais tout à l'heure, il faut connaître et surtout écouter son corps. Il faut le connaître, il faut l'écouter. Et il faut surtout, c'est vrai que chez nous, malheureusement ou pas, il y a des tabous, il y a des choses qu'on ne peut pas dire fort, il y a des choses qu'on ne peut pas parler à tout le monde, il y a des choses qu'on se dit que non, on est génie, on ne peut pas parler de ça parce que, mais demain, on ne parle pas, mais après, malheureusement, on meurt en silence. Donc il faut parler sans tabou, n'hésitez pas d'aller chez votre médecin, vous lui dites les choses, médecin, regardez mes seins, vous enlevez le soutien-gorge, j'ai une anomalie, regardez. C'est son travail, hein, donc je pense qu'il aura vu pire. Et il faut surtout aussi être bien entouré, parce que quand on a souvent, il y a des personnes, quand ils découvrent finalement l'anomalie, ils sont atteints, ils vont s'isoler. L'isolement n'est pas conseillé. On va être entouré, parce que franchement, on va dire que la bonne humeur, la positivité, ça aide dans la guérison. Et du coup, je vous ai préparé toute une liste en fait, de numéros et de contacts qui est utile à contacter. Donc, quand on voit vraiment une alerte vitale, urgence, on n'entend rien, on n'entend pas le travail chez le médecin, surtout les médecins sont un petit peu rares. SAMU, pompiers, il y a un numéro unique qui est 112, en fait, qui est unique, qui est partout dans l'Union européenne. Ensuite, on a des soutiens. On a un soutien pour l'accompagnement des personnes qui sont atteintes par le cancer. On a la Ligue du cancer qui a leur numéro ici. Ils sont présents partout. Hein. Là, je pense que là, c'est suite de Seine-et-Marne, mais ils sont présents dans les sols, ils sont présents partout. Il y a aussi des aides psychologiques et sociales, donc des assistantes sociales, des personnes qui sont là pour soutenir, accompagner les familles, accompagner les parents, vous accompagner dans les démarches. Ils sont là, ils sont mobilisés, ils sont en alerte, ils sont là pour nous. Et pour finir, bien entendu, on a la SEM, que vous pouvez contacter et on pourra également vous accompagner dans vos démarches. On peut vous écouter si besoin. En tout cas, on est disponible pour chacune d'entre vous, pour toute personne qui a besoin. Notre numéro il est là, l'adresse mail est ici. Alors, j'ai aussi préparé, justement, j'ai aussi préparé des informations pour les personnes qui sont en situation administrative précaire. On a l'aide de l'État qui est l'AME, qui permet justement d'obtenir en fait des soins gratuits, faire des examens, les mammographies, qui est valable 1 an, et ça je pense qu'on est en et qui est accessible à toute personne vivant en France depuis plus de 3 mois et avec une faible ressource. On a aussi des centres hospitaliers publics qui accueillent toutes les femmes, sans condition, sans statut. Et du coup, ça nous permet ces structures proposent des consultations gratuites et surtout anonymes. Et on a également des associations solidaires, des structures partenaires qui vont accompagner, comme je disais, on a la planète familiale, on a la Ligue du cancer, on a la Médecins du monde. En tout cas, ce qui est sûr, toute femme a besoin toute femme a besoin de soins. Peu importe en fait son statut, peu importe sa situation, peu importe en fait, c'est quelque chose qui est obligatoire, qui est ouvert à tous, peu importe son statut. Et là du coup, je vous demande, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? On est là pour ça, n'ayez pas peur. Si il y a des informations qui vous semblent pas très compréhensibles, si vous n'avez pas compris certaines informations. Elle demande s'il y a d'autres cancers à part le cancer du sein. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Ah, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr, bien sûr, j'en ai parlé de faire du cancer de l'ovaire aussi. Ah, mais bien sûr.
Il y a d'autres cas de cancer, et puis surtout le cancer du sein, où même la cellule, quand elle est contaminée, ben, si on ne fait pas les choses, ça peut se propager en fait. Ça peut aller contaminer d'autres cellules, d'autres points de notre corps, en fait, ça peut descendre, en fait, aller plus loin. Donc ça peut nous créer plus de cancer. Tout à l'heure, vous avez parlé du cancer de l'ovaire, vous avez balayé un peu, je veux savoir qu'est-ce qui cause cela. Le cancer de l'ovaire. Voilà, c'est assez bon. C'est pareil que, en fait, en gros, le cancer de l'ovaire et le cancer du sein, dans son diapo, en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que souvent, quand on a un cancer de l'ovaire, on a des risques d'avoir aussi cancer du sein plus tard. Et vice-versa. Et vice-versa. Souvent, c'est lié, parce que les hormones des ovaires jouent sur les seins, en fait. Voilà. Et ce qui peut causer le cancer de l'ovaire, c'est du coup les hormones, les traitements hormonaux aussi. Après, c'est comme pour le cancer du sein, c'est la même chose. Tout ce qu'on a dit comme facteur de risque, c'est les mêmes qui peuvent causer le cancer du Plus de poids, plus de voilà. Les règles Les précoces, héréditaires. la ménopause tardive, le sang il s'accumule, voilà, ça infecte les ovaires et ça peut causer des cancers. Donc quand on sait justement qu'on a la ménopause tardive, qu'on n'hésite pas à consulter. Hein. Moi je n'ai même pas appelé 2 ans, moi j'ai appelé 2 parce que franchement c'est très 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 sensible, ça va vite. Et aussi, on parlait des prises de sang, il faut aussi dire qu'il y a des échographies. On passe pas directement, quand on est jeune, on passe pas directement par une mammographie, ils évitent justement pour les irradiations. On fait une échographie dans un premier temps et s'ils constatent qu'il y a une anomalie, là on passe à la mammographie. Et du coup, la prise de sang que je disais, c'est en prévention ou pour voir si on a des gènes héréditaires. C'était juste pour préciser ça. Oui, c'est pour ça que je disais, on peut avoir même une tante éloignée qui a eu le cancer. On est informé qu'on a une cousine éloignée. On peut se dire éloignée, mais les informations se transfèrent de génération en génération. Donc on fait quand même le test, on fait quand même le dépistage. Je laisse la parole à la présidente. Je vais vous parler d'une anecdote. Ça, c'est ma propre famille, ma tante, la petite sœur de ma mère, qui était malade, donc elle avait le cancer du sein. Après, il s'est dit non, attends, je vais aller voir quelqu'un qui pourra me donner un médicament traditionnel que je vais mettre, ça va guérir. Donc, elle a perdu énormément de temps en faisant cela, en allant voir des personnes qui pourront lui donner un médicament traditionnel à ingérer ou à masser sur son sein. On a tellement insisté, donc elle est partie, elle était du Mali, donc après elle est partie au Sénégal, elle est partie à Dakar, on fait partie des 2 pays. On lui a dit oui, mais maintenant il y a des médecins qui sont là pour en faire quelque chose. Elle s'est dit non, je vais voir, il y a des médecins qui viennent de je ne sais pas d'où, donc je retourne au Mali. Son sein commençait à couler, ça s'aggravait, elle n'arrivait plus à lever le bras, ça veut dire que c'était presque terminé. Mais elle a perdu énormément de temps. Parce qu'on le sait très bien chez nous, les Africains, on aime bien aller voir le marabout, en tout cas ou quelqu'un qui pourra nous aider, qui se dit la personne peut guérir le cancer, et ça, j'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire, hein. Je ne peux pas me permettre, mais il faut aller voir le médecin d'abord. Parce que ça, c'est un cas concret que j'ai vu, et finalement, il est décédé. Mais on s'est dit que c'est de sa faute, si on peut le dire ainsi. Parce qu'elle a perdu énormément de temps en allant voir d'autres personnes qui se disent qu'ils pourront guérir le cancer. Donc ça, je tenais à le dire, à le répéter. Il faut qu'on arrête ça un peu. Il faut qu'on arrête. On va voir le médecin. Même si vous voulez cumuler les deux, cumulez les deux. Mais ne laissez pas le médecin, ne laissez pas, en tout cas, l'hôpital pour vous soigner. Et c'est de ça qu'on perd du temps énormément. Il faut qu'on fasse attention à ça. Vraiment. Il y a d'autres questions? Je vous ai préparé une petite surprise. Et là, j'attends vraiment l'interaction. Je vous ai préparé un
On va voir si vous avez bien compris, si vous avez retenu toutes les choses. On va voir si j'ai des bonnes élèves qui sont attentives. Et donc, je vous ai préparé un quiz. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? C'est pas un peu le choix, parce que je sais que j'ai des bonnes personnes qui ont bien écouté ce que j'ai dit. Alors, j'ai environ 30 questions. J'ai 20, mais 10 autres, c'est bonus. Ça dépend de si vous aimez l'exercice ou pas. Mais on est là, on va le faire. On a une première question. Qu'est-ce que le cancer du sein? Non, Marie, non. Quelle est la réponse? B. B pour tout le monde? On va voir ça. C'est bien la bonne réponse. On a une deuxième question. Est-ce que le cancer du sein touche que les femmes? Non. Qui dit faux? Attends, j'ai entendu. Alors, qui dit faux? Qui dit vrai? Ah, mais là, on a mis un peu. Bravo! Ouais, on a quand même 1% des cas chez les hommes. Ensuite, combien de femmes sur 8 sont touchées par le cancer du sein au cours de leur vie? Ah, là, ça va un petit peu. Ça va un petit peu. Donc, qui dit D? Sur 8. Oui, mais il y a le D avec 1%. Mais il y a Oui? Ben attends, sinon c'est trop facile. Ah ben mais vraiment. Oui, je sais ce que j'ai écrit. Sinon tu veux que je te mets la réponse, hein? Alors, c'est bien. Parce que quand on veut, même si on se dit 1 sur 4, ça reste le même en fait. C'est toujours 1 en fait sur 8. Alors, les douleurs sont-ils obligatoires pour le cancer? Vraiment, je suis contente. Ah mais là, c'est moi qui gênée là. Là, j'ai une auditoire tellement attentive. Combien de fois faut-il faire l'autopalpation? Une fois par mois. Que signifient les gènes BRAC et BRA2? Est-ce qu'on a parlé ou pas? Tout début, rappelez-vous tout début. B. Tout le monde dit B? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? C'est pas elle nous a fait jouer un cadeau à la fin. Vous êtes sûr? Et c'est le B. Alors, ensuite, à partir de quel âge le dépistage est gratuit? 50 ans. Qui dit de 20 à 50 ans là? J'ai entendu 20 à 50 ans. 50 ans. 20 à 50 ans? De 50 à 14 ans? Non, pas sur 50 ans. Pas sur 60. Ah non. Qui dit de 20 à 50 ans? Ah, parce que moi, il ne faut pas lever la main. Moi, je vais aller au point là-bas. C'est bien ça, de 50 à 74 ans. Est-ce que le sport diminue le risque du cancer du sein? Oui. Vrai. Voilà. Alors, quels sont les symptômes du cancer du sein dans tout ce qui est écrit là? Est-ce que c'est une douleur au bras? Est-ce que c'est une toux? Est-ce que c'est une boule ou une rétraction du marron? Ou est-ce que c'est une démangeaison? On a des choses qui nous grattent. Oui. C'est lequel? A, la C. Ah non, on a droit qu'à une réponse.
Parce que le bras, ça reste bras. Je sais, mais moi, si vous avez raison, hein, sinon c'est vous qui allez faire le gagner. Bravo! Bravo, Peter. Bravo, je suis vraiment fière de vous. Quand est-ce qu'il faut faire l'autopalpation? Une fois par mois. Ah, parce que c'est vrai qu'il y a une question qui est aussi à poser. C'est lequel? Bravo. Après les règles. Parce que là, les hormones en fait sont un peu en fusion. Voilà. Là au moins, on le fait après les règles. Voilà. Quel facteur augmente le risque du cancer du sein? Est-ce que c'est l'activité physique régulière qui augmente le risque? Une alimentation équilibrée, ça nous donne le cancer du sein? Ouais. Je me mets des questions plus dures. Hein. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller doucement avec eux, mais là, maintenant, c'est moi, je suis frustrée. Alors, pourquoi demander une palpation lors de sa consultation gynécologique? Ouais. Mais là, par contre, il faut être fier de vous. Hein. C'est exactement ça. Allez, je suis contente justement, c'est l'objectif. Est-ce que le port de soutien-gorge favorise le cancer du sein? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire ça souvent? J'ai entendu ça chez les mamans, chez les... Ah, le soutien-gorge. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que souvent, j'ai vu des mamans qui n'aiment même pas mettre le soutien-gorge parce que je dis non, la maladie, voilà. Est-ce que ça donne la maladie ou pas? C'est faux parce qu'il n'y a aucun lien scientifique qui a été prouvé avec le cancer du sein. Est-ce que l'allaitement régulier, attention, est-ce que l'allaitement régulier peut réduire le risque du cancer du sein? Oui. Ouais, on a parlé au début, hein, oui. Ah ben non, franchement, là, vous avez du vin sur 20, hein. Vous allez faire de vous. Alors, est-ce que c'est... Il y a une question? Dites-moi. L'allaitement des enfants. Des grands enfants, des petits enfants. Peu importe son âge. Vous pouvez parler sur ça. Alors, je disais l'allaitement parce qu'en fait, une personne qui a le cancer, quand elle accouche, donc forcément elle manque le lait, peut réduire le cancer du sein. Le fait que l'enfant tète, parce qu'il y a des parents qui préfèrent que l'enfant boive du biberon directement. Mais le fait de téter, que l'enfant puisse boire le lait du sein de sa mère, ça aide aussi nous, la femme, pour réduire le cancer du sein. Voilà. Comment? Non, alors il n'y a pas de risque, pour les enfants quand ils boivent le lait. Pour les grands enfants, il n'y a pas de risque aussi. C'est bien ça. Alors, la question elle est simple, hein, on est d'accord? Voilà, donc on va passer cette question. Le cancer du sein, donc ça j'ai déjà fait. Voilà, hop, excusez-moi. Alors, le stress. Est-ce que le stress cause directement le cancer du sein? Est-ce que c'est un cancer? Non, ma question elle n'est pas. Oui, mais est-ce qu'il cause directement le cancer du sein? Non. Donc je suis stressée, j'ai un cancer. Ça peut y contribuer, mais le stress ne provoque pas le cancer du sein, mais il peut influencer la santé. Et donc, qui dit influencer la santé, influencer les hormones, influencer le corps, et donc causer le cancer. Donc, est-ce que le cancer du sein peut apparaître avant 30 ans? Est-ce que du coup, on a 10 ans, on a 15 ans, on a un cancer qui apparaît sur le sein? Je te parle pas de toi. Alors, les réponses?
En plus, je vous aide à mon raison. C'est rare, mais c'est possible. C'est possible parce qu'il y a pas des enfants qui naissent et qu'ils ont un cancer à la naissance. Hein. Vous voyez, c'est malheureusement, ce sont des cas, mais ça existe parce qu'il y a le côté génétique. Ah oui, est-ce que le déodorant, on en a beaucoup parlé aussi, où les dentistes provoquent les cancers du sein. Est-ce que le déodorant provoque les cancers du sein, présidente? Non. C'est non pour tout le monde? Non. Pareil, il n'y a aucune étude en fait scientifique Oui, mais qui prouve qu'on peut avoir voilà. le cancer. Parce qu'avec tous les produits cancérigènes qui se trouvent dans les déodorants, il faut favoriser L'accumulation de ces produits. Voilà, donc c'est ça qu'il faudra faire attention et de voir il faut tout voir en tout cas en ce moment. Tous les produits que nous utilisons, il faudra regarder ça contient quel produit pour être regardant surtout. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que le cancer du sein se transmet par le sang? Mais je parle de, attention, le mot contact. Est-ce que je me coupe, je te touche, je te donne le cancer? Non. Oui, je vous ai donné. Voilà, c'est pas contagieux, voilà, c'est pas contagieux. Et donc, du coup, je disais, est-ce qu'une mode de vie saine peut réduire les risques du cancer? Manger des légumes, c'est vrai que, n'empêche que manger mieux coûte cher, hein. On va pas dire le contraire, hein. Ça coûte cher. Mais c'est important d'introduire un peu de légumes dans son plat, matin et soir, pour nous aider. Est-ce que les mammographies sont douloureuses ou elles sont dangereuses? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Et donc je me suis dit, il faut qu'on en parle. On va en parler parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui craignent justement la mammographie parce qu'elles pensent que ça fait mal, parce que... Est-ce que ça fait mal? Les mammographies. Les mammographies est douloureuse? Ça dépend des siens aussi. Ah, C'est ça, les gars. Ça dépend. ça dépend de la taille du sein, vous pensez? Ça pousse, c'est pas une douleur, c'est inconfortable, c'est gênant, parce que ça oppresse en fait. Mais en vrai, ça fait pas, voilà, c'est pas un coup de feu, c'est pas une douleur en fait, c'est vraiment, c'est gênant en fait. Ah ben tiens, pour le coup, je t'ajoute une information. Alors, voilà. Donc les femmes qui sont enceintes et qui allaitent ne peuvent pas avoir de cancer du sein. Donc si on est enceinte, on ne peut pas avoir de cancer? On peut avoir des cancers? Vous dites ça? On regarde ça alors. C'est rare, mais ça reste possible. Ça reste possible, mais c'est rare. C'est très rare, mais ça reste possible parce qu'encore une fois, on parle du lait qui va venir durant les bras de grossesse, qui va te déboucher les canaux, etc. Donc c'est rare, mais ça existe. Une alimentation riche en fruits et légumes peut réduire le risque ou pas? Quand on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, est-ce que ça réduit? Parce que pourquoi? Parce que nos fruits en fait qu'on va consommer, ils sont riches en antioxydants. Oui, mais. Et en fibres en fait, qui sont bénéfiques pour la prévention. Oui, mais. Mais Ça dépend si. Tout ça, c'est l'agriculture aussi, de ce qui est les engrais, aussi. l'origine de ce qu'on mange? Exactement. Tout ça aussi, il faudra regarder. Et si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas acheter du bio, tu ne peux pas. Et voilà. Mais il y a un risque. C'est pour ça ici, par exemple, par rapport aux pesticides, il y a certains pesticides qui sont interdits en France. Mais par contre, tu peux trouver. Mais en vrai, finalement, ce que tu dis là, c'est l'homme qui est à la base. Parce que les fruits et légumes, ils n'ont rien à voir en fait. Non, mais les fruits et légumes que tu manges, c'est l'homme qui cultive. Et quand il cultive, il met des produits qui peuvent être nocifs. Malheureusement pour nous. Voilà. Ouais. Ça, c'est le fast-food, de vouloir que ça pousse beaucoup plus vite, de vouloir que ça. Voilà, on veut nous-mêmes faire les choses et donc, finalement, ça atteint notre santé, qu'on le veuille, nous en fait.
est-ce qu'elles sont concernées par le dépistage? Oui. Parce qu'on se dit qu'on n'a plus de règles. On fait quoi avec ça? On est concerné. Hein. Mais en fait, si, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça, en fait, le risque justement de cancer augmente après. C'est vraiment après la ménopause, c'est quand il n'y a plus de sang. Ben, finalement, le corps peut créer, en fait, peut s'auto-défendre lui-même, créer des cellules, des trucs qui peuvent être désagréables pour nous les femmes. Alors, est-ce qu'un médecin peut poser un diagnostic de cancer? Est-ce que c'est juste un médecin qui dit, on va voir le médecin, on lui dit, monsieur touché. Est-ce qu'ils peuvent dire, oh, vous avez un cancer? Bah oui, parce que du coup, avec la palpation, il peut voir qu'il y a une boule en fait. Il peut voir qu'il y a. Enfin, La question est bien posée. La question n'est pas bien posée. elle n'est pas bien posée contre. Ah, mais là, maintenant, c'est venu contre moi. Là, c'était trop facile. Maintenant, c'est. En fait, quand tu dis seul un médecin peut poser le diagnostic, moi j'entends le diagnostic non, parce qu'il est posé par les imageries aussi. Oui, mais les imageries sont des médecins. Après, c'est interprété par le médecin. Ce sont des médecins. Bah oui. Voilà. Ça reste le médecin. Mais le médecin lui-même seul, il faut qu'il ait l'appui de l'imagerie. Oui, parce que même si on fait la mammographie, comme tu disais, c'est un médecin qui va interpréter et ça reste toujours le médecin. Ça ne reste pas l'imagerie qui va nous dire que nous, on peut enlever ça. Ah, c'est ça. J'ai compris généraliste, tout ça? Ah, non. Ça reste un médecin. Voilà, ça reste un médecin. De même sur le corps médical, même à l'hôpital, ça reste des médecins. Peut poser un diagnostic de cancer du sein, pas un médecin. Donc j'aurais dû mettre C'est le. déterminant qui change le sens de la phrase. Oui, mais. Voilà. Excusez-nous, madame. Excusez-moi, on aurait dû mettre un au lieu de deux. Enfin. Est-ce que les. On se pose des questions aussi, parce que même moi j'ai cette question-là. Est-ce que les implants mammaires empêchent la détection d'un cancer du sein? Donc, est-ce que quand une femme se refait les seins avec la chirurgie, met du plastique, est-ce que ça empêche, parce qu'on va toucher, est-ce que ça empêche qu'on puisse détecter le cancer du sein chez cette personne? Ah oui, ça c'est une question. Voilà, je sais même pas. Non. Marlène, tu veux talent de chat? Ouais. Exactement. Alors, non. Non, parce que du coup, il y a d'autres techniques en fait possibles pour détecter en fait détecter le cancer chez une personne avec les implants. Alors, est-ce qu'un diagnostic de cancer du sein signifie toujours une ablation? Donc, ablation veut dire qu'on coupe le sein. Est-ce que quand on vous dit, vous avez le cancer du sein, madame, ça veut dire qu'on va vous couper votre sein? Est-ce que c'est ça forcément toujours non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodes où on peut faire les choses partielles, où il y a encore, on parlait de la radiothérapie, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, Dieu merci, en guérir sans avoir de couper le sein. Et donc, est-ce que, si tout va bien, si on a 100%, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il est nécessaire de faire justement cette mammographie, même si on se dit qu'on va bien, même si on remet à deux mains? Parce que on n'a pas mal, on n'a rien du tout, il est nécessaire, oui, parce que je réponds moi-même, parce que j'en ai plusieurs fois la réponse. Parce qu'en fait, justement, ça peut être silencieux, mais franchement, pendant longtemps, on peut l'avoir sans s'en rendre compte. On arrive à notre dernière question. Est-ce qu'on peut vivre longtemps et bien après un cancer du sein? Aujourd'hui, on est d'accord que la médecine a beaucoup évolué. Fait qu'une personne qui a un cancer du sein peut vivre longtemps et peut vivre très bien et même guérir. On parle de rémission pendant un certain temps, comme je disais, mais après, elles peuvent être guéries. Voilà. Et si vous avez encore des questions, on est là pour répondre à vos questions si vous en avez. Il y a une question là.
voulais juste savoir par rapport à l'allaitement, parce qu'il y a certaines femmes qui n'allaitent pas. Est-ce que ça peut aussi causer le cancer, ça? Ou on allait, et après un moment, comme c'est confortable, on décide d'arrêter, mais après il y a l'allaitement qui continue encore. Puis qu'on ne peut pas prendre les traitements qui nous aident à arrêter l'allaitement. Tout ça aussi, à la longue, ça peut causer une situation ou pas. Là, on va laisser notre infirmière y répondre. En fait, si on allait, ça favorise, ça diminue en fait le risque. Mais si on n'allait pas, c'est pas pour autant qu'on va avoir un cancer. Voilà. Même si après avoir arrêté, Oui. les laits, ça continue à avoir des C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, on va dire que c'est l'allaitement qui aide à diminuer. Mais si on n'a pas allaité, on n'allaitait pas beaucoup de temps ou quoi, c'est pas ça qui va faire qu'on aura plus un cancer que le dame. Il y a quand même du lait qui sort. Voilà. Il n'y a pas tout qui sort. Ouais. Il y a un peu qui sort. Dieu, il nous a fait d'une telle manière que de toute façon, ça va se régler tout seul. Et ça, c'est pas un risque pour avoir le cancer plus qu'une autre personne. Effectivement. Non, avec le micro. Ça, c'est un risque. C'est comme, en fait, elle demandait les femmes qui n'ont pas de règles, mais qui ne sont pas ménopausées. Oui, c'est un risque. C'est un risque parce que toujours, encore une fois, c'est l'hormone. C'est l'hormone qui est déréglée, c'est l'hormone, c'est le sang. J'ai un cas, j'ai une amie qui finalement, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée pendant plus d'un an sans avoir ses règles, mais le sang, il est parti. Donc forcément, derrière, il y a des risques. Il y a des risques de cancer. Donc tout de suite, il y a un suivi qui est fait. Il y a des traitements qui sont donnés pour pouvoir justement refaire l'hormone démarrer, refaire le corps démarrer, etc. Mais oui, il y a des risques de cancer. Parce qu'en gros, Dieu nous a fait d'une manière qu'on a des hormones qui nous aident à réguler tout notre corps. Alors, par rapport à mon ménopause, C'est pareil pour les dames qui sont ménopausées, du coup, elles n'ont plus les hormones. C'est même plus risqué pour les Donc, elles ont plus de risques parce que ces hormones nous aident à éviter le cancer. Le cancer. Si les seins, ça tourne dans tout le mois. Tous les mois, le sang, Les règles. le sang ou les Non, seins. je ne sais pas si les règles. C'est pareil, il faut consulter. Il faut consulter, oui. J'ai aussi ce cas autour de moi, il faut consulter parce que c'est pas normal qu'on saigne du lundi de décembre à janvier. Non, il faut consulter. Moi, dans le cas, juste pour faire un témoignage, dans le cas de ma mère, elle a eu ça. Ils ont dû lui couper ses trompes pour pouvoir éviter justement que le cancer. Excusez-moi, moi je suis avec ma cousine, mais ça vient comme ça. Après, le médecin m'a dit que comme il n'est pas encore fait les enfants, Il ne peut pas couper. Oui. Donc là, il va plus aller sur du traitement. Il va donner des traitements hormonaux. mais l'autre médecin m'a dit qu'il peut faire les opérations. L'opération, c'est ça. Ma mère, elle a dû se faire. Elle avait déjà des enfants. Alors que votre cousine, elle n'en a pas encore. Comment? De quoi? L'inconvénient de quoi? L'inconvénient de couper ou bien faire les opérations. Couper, ça veut dire que plus d'enfants. Oui, parce qu'en fait, c'est la partie où quand l'homme vient, quand l'homme il y a le sperme, avec c'est là où le sperme vient en fait pour faire le bébé. Donc ça veut dire que plus d'enfants. En fait, au niveau des ovaires, de l'utérus, il y a des hormones aussi qui sont là, qui nous aident à réguler tout ça. Donc si on enlève les ovaires, on enlève les hormones. Et si on enlève les hormones, encore une fois, on revient comme la ménopause, on a plus de risques de cancer. Il y a plus de risques. Plus de risques. Quand on enlève les ovaires. C'est pour ça que souvent, on essaie de les laisser. Si tu prends un traitement justement pour couper les règles, pour avoir les règles régulièrement, Mais ça favorise, mais il ne faut pas que ce soit sur du long terme. C'est-à-dire que je sais que normalement, une fois que le docteur il donne un traitement comme ça, une fois qu'il a vu que ça y est, le corps est reparti, la machine est repartie, on arrête. Parce que ça ne sert à rien d'être dans le dos. Ça peut provoquer, ça peut encore. Voilà. Mais. Je voulais savoir pour les ados qui ont des règles tard, ça c'est pas grave. C'est pas une... Non, je disais les règles précoces. Précoce. Les règles trop tôt, ouais. Tard, c'est pas grave.
Ça va être la ménopause tard. C'est la ménopause tard qui pose un problème. Quand tu vois tes règles tardivement, la ménopause vient beaucoup plus tardivement. Donc ça dépend du début. Quand tu vois tes règles, tu le vois tôt, donc tu vas ménopauser plus tard. Quand tu vois très tard, tu vas ménopauser plus tard. Donc ça dépend de ça, exactement. Il y a des questions? Il y a beaucoup de questions. Ah, mais vraiment, je suis contente. Et surtout, elles ont fait du bien sur pain. Ah, mais là, moi, je suis traumatisée. Là, je peux m'emballer mes affaires, je peux partir. Là, Mais vous nous avez bien expliqué, donc on vous rend la c'est bien resté. c'est justement ça l'objectif. Et si vous avez bien compris, ben, je suis contente. Ouais. Tout était clair en tout cas. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci. Il y a des petits. Adam, c'est vrai. Ah oui, ils sont là. On va laisser Adam se présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Adam Doumbia, je viens du Mali. Je fais partie de l'association ASFA et je suis la chargée des actions sociales au Mali. Voilà. Parce qu'on œuvre aussi aux côtés de tout ce qui est orphelinat avec les femmes dans les maisons de détention. On les apporte souvent des produits hygiéniques parce que c'est vrai que dans nos pays, des fois, ce côté n'est pas très pris en compte parce que les dames, on les envoie au niveau de ces centres-là de détention, mais que souvent, on ne prend pas en compte ces besoins naturels qu'elles ont, que ce soit au niveau des cotons hygiéniques, du savon, des déodorants. Et aussi, on accompagne souvent des écoles avec des malvoyants qu'on a, au niveau du Sénégal déjà, on a apporté des soutiens au niveau de ces centres-là. Voilà. Et moi, je supervise tout ça au niveau du Mali. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais elles reviennent du Mali là. Il y a une très grande action qui s'est faite ces derniers jours. La présidente est revenue mercredi. Jeudi. Merci. Voilà. Mais elles reviennent du Mali, donc vraiment, elles étaient sur le terrain auprès des femmes et auprès des jeunes filles. Et voilà. Donc n'hésitez pas, on vous a fait des flyers. Avec celle-là, en fait, il y a toutes les étapes. Ça récapitule un peu ce qu'on a vu un peu aujourd'hui en termes des facteurs, en termes des... il y a les numéros d'urgence également à contacter, les palpations à faire, toutes les informations sont ici. On a également, vous avez également amené des brochures de notre association. Voilà, si vous avez des questions, tout est là. Donc, n'hésitez pas. Oui. Donc voilà, Hassan intervient aux côtés des femmes, comme elle disait notre présidente. Celles qui ont des projets également, elle fait de l'autofinancement. Je laisse. Si vous avez des questions concernant ASFEM, je suis là, je peux vous répondre. Vous êtes CACA, Comment? l'association, où il y a tout un... Beaucoup de membres. Il y a beaucoup de membres. Nous sommes situés, comme ce que je disais tout à l'heure, l'association est créée ici en France. On a des membres en France, Luxembourg, au Sénégal, au Mali. On est en train de se déployer partout dans le monde. Comme on a dit, que c'est une association de femmes du monde. Donc c'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. On est toutes pareilles pour se développer et s'entraider surtout. Ce que Marlène fait aujourd'hui, c'est de l'entraide. Et l'association ASFEM est là aussi pour aider les femmes
aider chaque personne. C'est pour ça qu'on a parlé d'action sociale. Parce que l'action sociale, nous ne pouvons pas parler d'association sans pour autant ne pas parler d'action sociale. Et l'action sociale, c'est notre cœur de notre mission. On a parlé de l'INEFJA, qui est l'Institut national d'éducation et de la formation des jeunes aveugles de Thiès, à Dakar. Et là, maintenant, quand j'ai quitté le Mali, on est parti pour tisser un lien ou bien une collaboration avec une école pour aider des écoles avec un soutien scolaire, parce qu'on a notre éducation aussi, parce que nous avons 4 volets qui est l'action sociale, l'éducation, la santé et la formation. L'action sociale, c'est aider les enfants et les femmes en situation de handicap, que ce soit des jeunes filles, des jeunes garçons ou ainsi de suite, en tout cas toutes les femmes et les jeunes. L'éducation, c'est important aussi. Nous avons des enfants qui sont, comment on appelle ça, qui ne vont plus à l'école, parce que ce soit en Afrique, que ce soit ici aussi, parce que le décrochage scolaire. Donc il faut les aider, ces femmes-là, il faut aider ces enfants-là, parce que les enfants de ces membres-là, il faut les aider. On a parlé de santé aussi, ce que nous faisons aujourd'hui pour sensibiliser sur la santé, c'est important. Si tu te lèves aujourd'hui pour aller travailler ou faire quoi que ce soit parce que tu as la santé, si tu n'es pas malade, tu peux aller faire quelque chose. Mais si tu es malade, tu ne peux rien faire. Donc, pour tout ce que nous pouvons prier, en tout cas, prions la santé. Prions que nous ayons la santé. Seul avec la santé, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons se lever pour aller travailler de l'argent, aller travailler autre chose, mais sans la santé, nous ne pouvons pas le faire. Donc nous sommes dans l'obligation de parler de la santé et de faire la sensibilisation qui est sur l'octobre rose, qui est sur pas mal de choses, sur le cancer col de l'utérus, qui est sur la santé en général de la femme. Parce qu'on parle de la femme c'est le foyer, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que les hommes se sentent lésés, parce que c'est nous qui mettons au monde, que ce soit femme, fille ou garçon, c'est nous qui tenons le foyer. Et sans nous, nous ne pouvons pas, un monde ne peut pas se créer. Sans nous, nous ne pouvons pas se dire que l'éducation vient par les femmes. Il y a des hommes qui sont là pour éduquer, mais la plupart des cas, il y a des femmes seules, des femmes célibataires, ou bien des femmes veuves comme moi. J'élève mes enfants toutes seules. Donc, ce qui veut dire qu'on est obligé d'être là. Et on se bat pour nos enfants. Donc, c'est pour ça que je demande à chaque femme de s'unir et de travailler ensemble. Soutenons-nous. Arrêtons de nous donner des coups. Des coups, ça veut dire que telle femme, t'as vu comment elle est habillée, t'as vu comment elle est, t'as vu ceci, et c'est ça qui nous plombe. C'est pour ça qu'on ne peut pas avancer. Le fait de perdre du temps, de critiquer les autres, perdre du temps de ne pas se lever et travailler, parce que nous avons la connaissance, nous avons la science, nous avons tout. Nous sommes des braves femmes. Et des femmes qui s'unissent, on peut créer beaucoup de choses. On peut créer, que ce soit via des cotisations, via n'importe quoi. Un regroupement de femmes peut sortir des millions. Mais ces millions-là, qu'est-ce qu'il faudra en faire? Et c'est ça qui nous manque. C'est pour ça que quand je suis partie au Mali, c'est de ça que je parle. On est là, que ce soit des mariages, on va mettre des millions dans les mariages. Il y a un baptême, on va mettre des millions dans les baptêmes. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Mais comment on fait pour accompagner ces personnes-là, ou bien ce couple-là qui sont en train de construire eux aussi leur foyer? Je pense qu'il faut investir dans ce foyer-là et les aider, parce que tout le monde sait, en tout cas toute personne qui commence un mariage savent comment un mariage est difficile. Un mariage est difficile parce que si l'homme ou la femme n'a pas assez de moyens, c'est là que les problèmes commencent par là. Et nous, en tant que femmes, si on commence à les aider, à leur inculquer les valeurs du travail, les valeurs d'épargne, d'investir en nous, c'est pour ça que je dis il faut qu'on investisse en nous, investissez en vous, il faut qu'on investisse. L'investissement, ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure, aller chercher les baptêmes, les ceci, les cela. Investissez de ce qui va vous faire grandir, de ce qui va... Parce que si vous créez une entreprise, si vous faites quelque chose, vous le faites pour vos familles, pour vos enfants, pour le foyer, pour tout le monde. Donc, il faut qu'on apprenne à penser autrement. On parle, on est là tout le temps, on fait des choses, et les femmes génèrent beaucoup d'argent. Il faut qu'on
change notre façon de prendre le monde, notre façon de voir le monde et aider nos enfants à gérer leur foyer aussi. Donc c'est pour ça que je suis partie au Mali, j'étais au Sénégal, en France aussi. Là c'est l'occasion de faire cet événement-là et mobilisons-nous parce que la France n'est pas facile, l'Afrique n'est pas facile, les Antilles ne sont pas faciles non plus. Donc c'est la précarité, c'est partout. Mais comment il faudra faire pour changer cette situation-là? Et c'est ça, c'est cette vision qu'on doit mettre en place. Il faut qu'on ait une vision. Et la plupart du temps, c'est cette vision qui nous manque. Donc, on se lève tous les jours, on se dit, ok, je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais travailler, je vais faire. Même si j'épargne 50 € par mois, 20 € par mois, ces 20 € ils vont quelque part, ils vont t'aider le jour où tu en auras besoin. C'est pour ça que nous avons créé notre FIA qui est Femmes Invest Action. Femmes Investissement en Action, Femmes en Action. On est là pour mettre de l'action dans notre projet, mettre de l'action dans tout ce que nous faisons, parce que l'association est un incubateur de projets. On ne vient pas te dire, ok, on va te donner de l'argent pour que toi tu puisses aller faire ce que tu as envie de faire. Non, c'est viens un projet, tu amènes ton dossier, on étudie ton projet, on regarde la viabilité, on regarde la faisabilité et nous prenons chaque membre qui est dans cette association-là, on cotise et on puisse te donner. Ce que nous ne voulons plus, c'est d'attendre via, oui, il faut aller chercher des fonds là-bas, il faut aller chercher des CC là-bas. C'est ça que nous ne voulons plus. Donc, on s'est dit, on va se retrouver, on va cotiser le minimum que nous avons, qui est, pour l'Afrique, c'est... 10 000 francs. 10 000 francs qui est, vous pouvez faire la transposition, je ne sais plus comment c'est en CFA, 15 €. Et ici en France, nous faisons 35 €. Pourquoi les 35 € et pourquoi les 15 €? 15 € parce qu'on prend les 10 000 francs, les 10 €, on se dit que c'est pour, on le finance pour le monde, sur le projet du membre. Les 5 € c'est pour nos actions que nous faisons, les impressions que nous faisons, tout ce que nous faisons et que ce soit les actions sociales qu'on est en train de mettre en place, qui est dans la santé, dans l'éducation, ainsi de suite. Et les 35 €, c'est pareil. Et via tout ça, on se dit, on va vous former en même temps. Nous ne pouvons pas laisser que chaque personne prenne son argent et qu'au final, tu veux faire quelque chose mais tu n'es pas formé dedans. On est obligé de se former et on doit se former tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on ne se forme pas. On a des diplômes, on continue à se former. C'est pour ça que dans nos sociétés, là où nous travaillons, pareil, on fait des formations, que ce soit dans la santé. Autre part, on forme les gens tout le temps. Même si c'est dans le ménage, tu vas faire des formations. Parce que sans ces formations-là, tu ne peux pas, toi, te dire que tu connais tes produits, tu connais ce que tu fais. Une formation est importante. Donc c'est pour ça que nous mettons dans nos, en tout cas dans cette cotisation-là. Voilà en gros l'association. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci. C'est très gentil. Merci Marion. Et merci Pasteur. Alors il y a un truc qu'elle a dit qui est très important, mais le réseautage. C'est très très important. Elle a dit que l'association est en Afrique, en Europe, il y a Genève, à Luxembourg. Ça veut dire qu'en fait, moi, Marie-Là, je suis à Paris, j'ai des clients, je peux être en fait à Luxembourg ou en Afrique. Je vends un produit, parce qu'aujourd'hui on a notre groupe, et les femmes en Afrique par exemple, elles mettent les produits qu'elles ont à vendre. Et nous, par exemple, quand on est en Europe, il y en a pas mal, qui achètent directement leurs produits chez ces femmes-là qui sont en Afrique et qui le font venir en France. Donc il y a ce côté réseautage qui est très très important et qui est une valeur riche en fait de l'association. Voilà. Merci, nous pouvons applaudir pour remercier nos invités d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier aussi personnellement, merci d'être passé et merci pour tous les conseils. En tout cas, les mamans, prenons-les vraiment en compte et allons consulter nos médecins pour ceux-là qui ne les font pas. Par exemple, moi, je n'ai jamais été aussi chez le médecin pour aller me faire contrôler, mais c'est bien important en tout cas de le faire. Je ne sais pas si certains d'entre nous ici, on a déjà eu à le faire.
si ce n'est pas le cas, mais vraiment prenons-les en considération et allez consulter nos médecins pour savoir l'état de notre santé tout simplement. Voilà, chaque bonne chose a une fin et donc là on a fini notre temps. Je vais juste laisser la place à Maman Marlène, elle va nous donner quelques communiqués. Mais ne partez pas tout de suite parce qu'on a fait une petite repas qu'on va partager à la fin. Alors moi je vais juste aussi parler du Centre de secours de l'Éternel. Déjà bienvenue à vous, l'association ASFEM. Je suis très honorée de votre présence. Vraiment ça m'a touchée. J'ai bien aimé la présentation, Mariella, t'as été au top. Merci en tout cas. Merci à toi. Donc, si vous n'avez pas de... Je parle pour toi, Mariella, parce que du coup, vous êtes pas chrétienne. Donc, si vous n'avez pas d'église, je vous invite à venir au Centre de secours de l'Éternel. Vous êtes les bienvenus, même les gens de votre association. S'ils cherchent une église, il y en a une ici. Donc, nous, on prie en ligne du lundi au vendredi de 6h à 6h30 au téléphone. Nous avons notre culte tous les dimanches de 12h30 à 15h. C'est pas cette salle-là, mais c'est une salle à côté normalement. Ensuite, nous avons aussi des prières tous les lundis et les mercredis, toujours en ligne, des conférences sur WhatsApp. Et le vendredi, de 18h à 20h, à peu près, parce que vous connaissez l'heure congolaise. Nous prions aussi dans cette salle, la salle qui est juste à côté. Voilà. En tout cas, ne partez pas trop vite, on a prévu des petits encas pour vous. Et merci encore, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on se reverra. On va se revoir bientôt, je pense, pour d'autres... voilà. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'association? Merci pour votre présence. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour l'expérience que nous allons partager ensemble. Et je crois que ce n'est que le début, mais on pense organiser beaucoup de choses et avec vous, que Dieu nous prête vie. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour l'église représentée. Merci beaucoup. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci pour les sacrifices. Et surtout aujourd'hui, c'est férié, il y a les problèmes de transport, mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là, vraiment, au nom de l'église du Centre de secours de l'Éternel, qui est aussi une association. Et nous tenons vraiment à vous dire merci beaucoup. Amen. Nous avons commencé par la prière et nous allons aussi clôturer par la prière. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu. Tu vas recommander les chemins de retour entre les mains de Dieu. Tu vas demander à Dieu de te protéger. Le Dieu qui a permis que nous venions ici, nous allons demander aussi qu'il nous garde pour notre chemin de retour. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as fait. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour toute personne ici présente que toi tu as permis. Personne ne peut venir si toi tu n'attires pas. Tu as disposé les temps, tu as disposé les transports et les moyens. Merci Seigneur pour la réussite. Merci parce que nous avons appris beaucoup de choses. Nous te disons merci. Nous te demandons Seigneur de bénir encore l'association ASFEM. Bénis, ils ont beaucoup de projets. Mais nous te demandons de donner les moyens. Donne les moyens, donne encore les idées. Donne encore Seigneur, ouvre encore des portes pour que l'association puisse aller encore de l'avant. Bénis Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes leurs activités. Nous te prions Seigneur à se faire France, Mali, Congo, Asie, Océanie, même aux États-Unis, que les portes s'ouvrent. Nous demandons ta bénédiction, nous demandons ta grâce. Donne Seigneur l'amour, la communication, donne la paix. Nous prions Seigneur pour l'église de secours. Aide Seigneur mon Dieu. Au milieu de nous Seigneur, peut-être il y a des femmes qui sont malades.
Peut-être, disons, il y a des femmes qui sont, Seigneur, les cancers. Mais nous te prions, Jéhovah Rapha, de guérir toute personne ici qui est entrée, quelle que soit sa maladie, quel que soit son problème. Nous te demandons, Seigneur, de guérir, d'accorder la paix et d'exaucer la prière de tout et chacun de nous. Père, nous recommandons notre chemin de retour. Rentre avec nous dans la paix et dans la joie. Laisse que les bonheurs et la grâce puissent nous accompagner. Nous prions, Seigneur, pour petites choses que nous allons manger, qu'ils soient bénis. Bénis toute personne qui a contribué pour la réussite de cette journée. Bénis toute personne qui était au four et au moulin. Seigneur, pour des idées, pour contribuer. Laisse que ta grâce, ta faveur puisse nous accompagner. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons Jésus. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu nous bénisse.